Ça marche? Super. OK. Mesdames, messieurs et chers collègues, c'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette toute première Assemblée générale annuelle tenue dans le cadre du premier symposium éducatif biannuel de RARQC. Aujourd'hui marque une étape importante pour notre réseau. Depuis avril 2024, RARQC s'est structuré de façon remarquable afin de soutenir la recherche sur les maladies rares au Québec. Au cours de cette rencontre, nous souhaitons vous offrir un aperçu de la structure et des activités du réseau, des progrès réalisés au cours de la dernière année, ainsi que des orientations pour les années à venir. Nous présenterons également les grandes lignes budgétaires de RARQC. Et juste pour clarifier, cette assemblée est un espace d'échange. Elle vise à recueillir vos commentaires, à mieux cerner vos besoins et à renforcer la collaboration au sein de notre communauté. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées puis vos commentaires. J'aimerais juste prendre un moment pour vous présenter le comité exécutif de RARQC. Depuis le tout début, nous avons travaillé de manière étroite, agile et, je dirais, profondément collaboratif afin de mettre en place et faire progresser le réseau. Le comité exécutif inclut Geneviève Bernard de CUSUM, Philippe Campeau du CHU Saint-Justin et Nicolas Pilon de l'UQAM. Nous avons également bénéficié d'un soutien exceptionnel et indispensable de la part de Christine Yargo, gestionnaire du réseau RARQC, ainsi que l'élite antonienne coordinatrice de Piliers. Alors, avec leur expertise, leur rigueur et leur engagement, on était capable de mettre en œuvre la structuration du réseau. Donc, sans plus tarder, je cède la parole maintenant à Christine qui va vous présenter l'ordre du jour. Merci, Dawn, pour l'introduction. Je vais animer cette Assemblée générale annuelle aujourd'hui. On avait à peu près 1 heure. Là, on a commencé avec un peu de retard, donc on va essayer de faire ça correctement dans les temps. Quelques petites instructions techniques avant qu'on commence. Donc, sachez que cette assemblée est diffusée sur Zoom en même temps. Donc, on a environ une quarantaine de participants en ligne. Merci d'être là. Les participants qui sont en ligne, vous avez accès à des sous-titres qui peuvent être traduits de français vers l'anglais. Voilà, je vais parler principalement en français pendant la présentation, mais sachez que le contenu des diapos sont dans les 2 langues. Je crois qu'on est prêt à commencer avec l'ordre du jour. Donc, on va vous tout d'abord faire un petit résumé, comme Don l'a bien mentionné, là, de la structure puis du progrès du réseau. Ensuite, on va vous présenter une démarche qu'on a fait dans les derniers mois pour réviser notre feuille de route. On a fait ça via un sondage. On va vous présenter les résultats. Ensuite, on va brièvement parler de notre budget. On aura une période de questions et de discussion et on va terminer ça avec une clôture remerciement, prochaines étapes. Monsieur Adrien Rioux sera le secrétaire de l'Assemblée qui est devant moi. Adrien, c'est un membre de notre comité étudiant du réseau qui siège aussi sur notre comité scientifique. Donc, merci Adrien de nous aider. Donc, tout d'abord, je vais vous donner un peu de contexte sur la création du réseau rapidement. Donc, comme vous le savez, probablement, le gouvernement a lancé son plan d'action sur les maladies rares en mai 2023 qui contenait 3 axes. Et le 3e axe se penche sur la promotion de la recherche, l'innovation et la collecte de données. Donc, c'était en réponse aux besoins qui avaient été identifiés dans cet axe-là que le réseau RARQC avait été créé. On a été subventionné par le Fonds de recherche du Québec secteur santé comme étant un réseau thématique de recherche et on a débuté en avril 2024. La mission de RARQC, c'est de faire avancer la recherche sur les maladies rares, tout simplement. Et la façon dont on arrive à cet objectif, c'est en favorisant l'apprentissage entre pairs et le partage des connaissances, des ressources, des capacités. On veut aussi arriver à exploiter les expertises qui existent déjà dans tous les centres du Québec et on veut catalyser les collaborations. La vision de notre réseau, c'est de faire en sorte que le Québec soit reconnu comme un chef de file excellent dans l'écosystème de recherche sur les maladies rares. Et puis, bien entendu, ultimement, on veut que les pratiques cliniques s'améliorent et que la qualité de vie des patients et de leurs proches s'améliore. Le réseau est actuellement composé de 396 membres, dont 223 membres réguliers. Donc, un membre régulier, c'est un membre qui est un chercheur principal affilié avec un établissement d'enseignement reconnu au Québec.
On a 104 membres étudiants et 69 membres partenaires. Les partenaires peuvent être des patients, des proches, des représentants d'associations communautaires ou autres. Ici, c'est un petit diagramme qui vous montre tout simplement que les membres qui font partie de RARQC peuvent mener des recherches de différentes disciplines. Donc, on peut penser à la recherche fondamentale ou clinique, mais on a aussi la recherche psychosociale, la recherche en santé numérique, etc. Donc, ce qui rassemble nos membres, c'est plutôt le fait de faire de la recherche sur un ou plusieurs maladies rares ou les enjeux qui les touchent. Alors voilà, pour commencer, briser la glace, j'avais un petit sondage Slido pour vous, pour avoir un peu l'idée du portrait de notre audience aujourd'hui, autant en présentiel qu'en virtuel. Donc, je vous invite à scanner le code qui s'affiche. Je vais juste changer de fenêtre. Vous allez voir le code dans l'autre fenêtre. C'est juste que je ne pouvais pas la mettre dans la slide directement. J'espère que ça va fonctionner. Oui. Donc, vous voyez, le code QR apparaît là, puis les réponses devraient s'afficher en temps réel. Donc, la première question, c'est je m'excuse. Bon, c'est correct, on peut commencer avec elle. Ça, c'était la deuxième question, c'est pas grave. Le thème de maladie rare qui s'applique à votre expertise. Donc, ça, ce sont les 19 thèmes que le M3S a décidé dans lesquels il décide de séparer les maladies rares. Donc, on voit déjà les résultats. Puis là, il y a plus. Il faut que je descende là-bas pour voir les autres réponses. Donc, on voit que le grand gagnant, c'est neuromusculaire, système nerveux périphérique. C'est bon. Ce qui est aussi un portrait de nos membres en général, l'immunodéficience, OK. Super. On va juste attendre que les résultats se comptabilisent. Parfait. Génial. Génial. Je vais changer de question, mais j'espère que ça va fonctionner parce que je vais reculer. L'autre question, c'était quoi votre discipline ou votre domaine de recherche? Donc, fondamental, translationnel, préclinique, clinique, etc. Si vous voulez répondre à ça, le code QR s'affiche là. Oups. Merci. Ça reflète aussi le portrait de nos membres en général. On a plus de fondamental, translationnel, clinique, c'est bon. Excellent. Fait que ça vous donne une petite idée aussi de qui sont les collègues qui se trouvent avec vous aujourd'hui. Excellent. Je vais retourner à la présentation. Donc, la distribution géographique de nos membres se concentre surtout autour de la grande région de Montréal, mais on a aussi des membres à Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Saguenay. Bien entendu, on cherche toujours à recruter des membres des régions qui sont sous-représentées ou même non représentées sur cette carte-là. Donc, on y travaille. Le réseau est gouverné par plusieurs comités. Donc, notre comité scientifique est composé des personnes qui se trouvent à l'écran. Je ne vais pas passer trop de temps sur la composition des comités, mais je veux mettre l'emphase sur le fait qu'on a pris bien attention d'avoir une représentativité de plusieurs institutions, de plusieurs régions et de plusieurs disciplines de recherche. On a aussi un comité consultatif senior qui est composé de figures reconnues à l'échelle nationale et internationale sur la recherche, pour la recherche sur les maladies rares. Ça, c'est la composition de notre comité étudiant, dont plusieurs personnes nous ont aidés beaucoup dans l'organisation de cette journée-là aujourd'hui. Et notre comité de mobilisation des connaissances est composé de ces membres-là. On est toujours à la recherche d'un membre régulier pour joindre ce comité, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous voulez passer le message. Et on est en train de former notre comité équité, diversité, inclusion. Il nous manque des membres, donc on cherche à recruter des personnes et notre comité de commercialisation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, simplement nous contacter. Donc ensuite, le réseau RARQC a aussi comme mission d'animer la communauté scientifique et de mobiliser des connaissances. Donc, premièrement, on communique avec notre communauté via une infolettre mensuelle que vous recevez peut-être déjà, qui contient des nouvelles sur les publications de nos membres, les prix, les opportunités de financement qui peuvent être pertinentes, les événements qui peuvent être pertinents. Et on a également un site web, une page LinkedIn qui contient à peu près le même genre d'informations. Alors, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, vous avez les codes QR qui apparaissent et les liens aussi. On a aussi une collaboration avec le Regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO, dans laquelle on présente une série de webinaires sur la recherche sur les maladies rares, mais de façon vulgarisée, destinée au grand public.
Donc, l'idée, c'est qu'on a des membres qui sont soit étudiants, stagiaires ou jeunes chercheurs qui présentent leur programme de recherche ou leur projet de façon vulgarisée, fait que ça leur permet de travailler leur communication scientifique et d'un autre côté, ça permet au grand public d'avoir accès à cette information-là. On a fait à peu près un webinaire par mois depuis septembre dernier et les webinaires sont diffusés en direct sur les réseaux sociaux du RQMO et sont toujours disponibles sur nos pages YouTube si vous voulez aller les voir. Et également, on cherche toujours à recruter des personnes qui vont présenter pour la prochaine série de la prochaine année académique. Alors, si ça vous intéresse, écrivez-nous. Bien évidemment, il y a la journée d'aujourd'hui. Donc, ici, ce qu'on fait maintenant, c'est l'Assemblée générale annuelle des membres, mais ça sera suivi d'une journée entière de présentations scientifiques durant laquelle on veut favoriser le- le- la création de collaborations, le partage de connaissances, mais on offre aussi des opportunités de développement pour la relève. On a un séminaire carrière cet après-midi et on veut profiter de l'occasion aussi pour consulter nos membres. Donc, on le fait via l'Assemblée générale qu'on fait maintenant, mais il y aura aussi des ateliers dans l'après-midi pour chacun des piliers de recherche de RARQC, dans lequel on va faire du brainstorm puis prendre vos idées aussi sur, pour nous aider à nous orienter correctement. Donc, c'est un peu ça que j'illustre dans ce schéma. L'idée, c'est qu'après la journée d'aujourd'hui, on va écrire un rapport et on va vous le distribuer à vous tous pour tirer les besoins qui ont été identifiés, puis ça va nous aider à nous orienter. Donc, je vais présenter brièvement les piliers de recherche du réseau. Donc, nos activités sont principalement séparées dans ces 3 piliers-là. Je ne vais pas donner tous les détails de toutes les activités qu'on fait parce que, comme je venais de me le mentionner, il y aura des ateliers cet après-midi. Vous allez pouvoir avoir plus de détails sur ces choses-là. Donc, le premier pilier de RARQC, c'est de créer une base de données et un répertoire de biobanques. Donc, les objectifs, c'est qu'on crée cette base de données qui aura des données génétiques, génomiques, mais aussi des données cliniques et d'imagerie longitudinale sur des patients atteints de maladies rares de partout au Québec. Et on veut aussi faire un répertoire des biospécimens de ces personnes-là. Et on a reçu un financement additionnel de Génome Québec pour nous permettre de construire la base de données et d'arriver à ces objectifs. Ici, je vous présente la structure du projet telle qu'elle est actuellement. Je vais y aller. C'est un schéma qui est simplifié, puis je vais y aller brièvement. Donc, l'idée, c'est que des participants puissent consentir à partager leurs données, soit via un portail patient en ligne, en clinique via un test qui serait envoyé au RQDM, le Réseau québécois de diagnostic moléculaire, ou via leur participation à d'autres études. Et ensuite, nous allons recueillir ces données-là à partir soit du système de santé, par exemple, des lacs de données institutionnelles, et on pourra aussi aller prendre des données de recherche. Et on va rassembler toutes ces données-là dans notre base de données qui est hébergée au Centre québécois de données génomiques, le CQDG. L'idée, c'est qu'un chercheur qui serait intéressé à recevoir ces données-là va pouvoir parcourir la plateforme du CQDG, choisir des participants d'intérêt, faire une demande d'accès à un comité d'accès. Et si les autorisations sont données, les consentements et tout fonctionne, les données qui sont bien sûr anonymisées seront versées aux chercheurs par la suite pour faire avancer ces recherches. Et il y aura aussi une possibilité de recontact du chercheur vers les participants s'ils ont donné leur consentement. Donc, ce projet-là, en ce moment, on est en train de finaliser la gouvernance légale et l'encadrement éthique. Donc, on a terminé de rédiger notre cadre de gouvernance puis nos formulaires de consentement et on va bientôt les soumettre à notre comité d'éthique de recherche. Et on est en train de développer aussi la composition et le fonctionnement là, de notre comité d'accès. Ensuite, il y a eu du progrès au niveau de l'infrastructure informatique qui va héberger cette base de données. Donc, tout d'abord, le portail patient, l'endroit où les patients vont pouvoir mettre leurs informations de contact et consentir. On a créé cette interface web-là, puis on est en train de développer le contenu. Et la plateforme du CQDG qui va accueillir les données de recherche l'infrastructure a été mise à jour. Donc, le CQDG existait déjà avant nous et hébergeait déjà des données de d'autres projets, par exemple Cartagène ou autres. Mais les données qu'ils hébergeaient jusqu'à maintenant n'étaient que des données génétiques ou génomiques. Donc, il a fallu mettre à jour la plateforme pour pouvoir accueillir des données cliniques ou d'imagerie ou d'autres types. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du pilier 2 de RARQC, j'avais oublié de mentionner, je m'excuse, je vais retourner un petit peu en arrière. Pour le pilier 1, j'ai oublié de mentionner que le responsable de pilier, c'est Dr Vincent Ferretti,
qui est professeur bioinformaticien au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Je suis désolée, Dr. Ferretti, de vous avoir oublié. Alors, on va aller au pilier 2. Donc, le responsable du pilier 2, c'est Dr. Kessen Patten, qui est professeur à l'Institut national de recherche scientifique et est dédié à la physiopathologie et au développement de thérapie en maladies rares. Donc, les objectifs pour ce pilier-là, c'est de favoriser la recherche sur ce thème-là, donc de faciliter l'accès à différentes ressources ou plateformes, mais aussi de soutenir le développement de projets de recherche ou de partenariats et de soutenir le développement de la relève également. Donc, il y a un groupe de travail qui a été créé pour arriver à ces objectifs-là. Vous voyez la composition ici. Et une des choses qu'on a développées pour ce pilier-là, c'est qu'on a mis sur pied une carte interactive du répertoire de nos membres de RARQC. Vous l'avez peut-être vu. Donc, c'est en ligne sur notre site Web. En ce moment, cette carte interactive ne contient que les membres réguliers de RARQC, mais va contenir aussi nos membres étudiants et partenaires éventuellement. Et cette carte-là n'est qu'accessible à tous nos membres, mais va devenir accessible au grand public aussi dans une deuxième phase. Et donc, c'est une carte qui montre la distribution géographique de nos membres, mais on peut, avec la boîte de recherche, mettre un mot-clé et chercher un expert selon n'importe quel mot-clé. Et vous voyez ensuite le profil du chercheur qui apparaît avec son adresse courriel, mais ses spécialités ou intérêts, son numéro d'orchide ou son site web s'il y en a un. Donc, j'ai fait un petit Slido ici pour vous demander si vous connaissiez notre carte interactive. Je vais changer de fenêtre pour arriver à la fenêtre du Slido. Donc, ce que je vous demande ici, c'est de sélectionner les énoncés qui s'appliquent. Donc, à savoir, est-ce que vous saviez que la carte existait, ou vous ne le saviez pas, ou vous le saviez, mais vous ne l'avez jamais consulté, ou vous l'avez consulté, etc. Fait que je vous laisse regarder les choix. C'est pour se donner une idée un peu là, de si vous étiez au courant. Super. Génial. Parfait. Donc, la majorité, on voit, je connaissais l'existence, c'est bon, je l'ai déjà consulté. Il y en a quand même 25 de personnes qui ne savaient pas. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui, ça nous permet de vous le faire connaître. Voilà, c'est bon. Je vais retourner à mes diapos. Donc, l'idée de cette carte interactive-là, c'est que ça devienne un outil pour favoriser les collaborations. Fait que pour qu'un chercheur ou un étudiant puisse trouver des personnes d'intérêt qui ont une expertise pour laquelle il pourrait développer un projet collaboratif. Ensuite, en lien avec le pilier 2, on vous annonce officiellement en primeur aujourd'hui qu'on lance notre premier notre premier programme de subvention de projet collaboratif structurant. Donc, c'est la première fois qu'on l'annonce aujourd'hui. On va offrir des bourses de démarrage pour cette année, c'est-à-dire l'année fiscale qu'on commence maintenant, 2026-2027. On va financer 2 projets. Chacun d'eux va avoir un maximum de 50 000 pour un projet sur 12 mois. L'admissibilité pour ces bourses-là, il faut être au moins, que ce soit une collaboration d'au moins 2 membres de RARQC. Et il faut que le projet collaboratif offre une possibilité d'améliorer la santé des personnes atteintes de maladies rares. Donc, ce sont les critères d'admissibilité. Et ensuite, des priorités seront données à des collaborations qui viennent de différentes institutions, une collaboration qui implique un chercheur, un jeune chercheur, ou que la collaboration n'ait jamais existé auparavant, donc que ce soit une nouvelle collaboration, et aussi que ça implique différentes disciplines ou différents secteurs. Alors, le lancement de ce programme de bourse va être fait le 13 avril 2026 et la date limite pour la soumission sera le 19 mai 2026. Les décisions seront rendues le 15 juin et le début du financement est projeté pour commencer le 1er août 2026. Donc, on est très heureux de vous l'annoncer aujourd'hui, puis on espère que la journée d'aujourd'hui va vous permettre de discuter déjà, puis peut-être de parler de projets pour lesquels vous pourriez appliquer. Excuse-moi. Oh, excusez-moi. Non, 2026. Oui, pardon, c'était un lapsus.
Merci. D'autres activités, brièvement, qu'on fait dans le cadre du pilier 2, on est en train de mettre sur pied un catalogue de ressources de recherche parmi nos membres. On veut aussi favoriser les échanges de ressources en ligne, mettre sur pied un portail dans lequel on pourrait échanger, par exemple, des SOPs ou des protocoles ou des choses comme ça. On est en train de travailler aussi un programme de stage pour notre élève et des échanges entre laboratoires. Et on est en train d'organiser également une école d'été qui aura lieu à l'été 2027. Ensuite, le pilier 3 de RARQC, il est dirigé par Dr. John Mitchell, qui est endocrinologue à l'IRCUSUM et qui est focusé sur la recherche clinique centrée sur le patient. Les objectifs pour le pilier, c'est d'harmoniser le processus pour accélérer l'approbation des essais cliniques en maladies rares, de permettre le partage de ressources et de procédures opérationnelles normalisées, de renforcer le recrutement et la réorientation ciblée des patients vers les essais cliniques. Et on aimerait aussi que ça nous permette de faire des analyses pharmacoéconomiques et d'utilisation de ressources de santé. Donc, le groupe de travail du pilier 3 est composé de ces membres-là. Donc, les progrès qui ont été faits en lien avec le pilier 3, d'abord, on est en train de travailler sur un répertoire des études cliniques spécifiquement en maladies rares au Québec. Donc, il va être bientôt publié sur le site web de RARQC, qui pourrait être utile pour les patients et leurs proches, mais aussi pour les chercheurs qui veulent savoir qui travaille sur quoi. Et on est aussi en train de développer un gabarit d'un consentement qui serait pan-provincial. Donc, on discute avec les différents comités d'éthique, les bureaux des contrats des différentes institutions pour essayer de trouver quelque chose qui soit le plus harmonisé possible pour pouvoir fournir ça comme ressource à nos membres. OK, alors maintenant, on arrive dans la deuxième section de la présentation, qui est une présentation de notre démarche de révision de notre feuille de route. Donc, je vous présente ici dans le schéma le gabarit de la feuille de route qui a été développé par le Fonds de recherche du Québec secteur santé pour les réseaux thématiques. Donc, j'ai enlevé les mots dans les bulles parce que c'était beaucoup trop chargé. C'était pour vous montrer plutôt les catégories. Donc, le FRQ demande à ce que tous les réseaux thématiques aient 5 catégories d'activités qui apparaissent en vert ici. Et pour chacune de ces catégories, on a différents extrants et des résultats immédiats, moyens, long terme. Tout ça dans le but d'améliorer la santé durable et les systèmes de santé, bien évidemment. Donc, nous, on s'est demandé à RARQC comment on peut faire en sorte de s'assurer de pouvoir suivre la feuille de route qui nous est demandée, mais aussi de répondre aux besoins de notre communauté en même temps. Donc, on voulait avoir une idée, on voulait sonder nos membres pour savoir qu'est-ce qui étaient les activités les plus priorisées. Donc, c'est ce que j'illustre ici. Et c'est ce qu'on a fait, vous l'avez peut-être vu passer, on a envoyé un sondage à tous nos membres de janvier à mars 2026 pour, comme je venais de dire, d'identifier les actions qui devraient être prioritaires dans les prochaines années pour notre réseau. Les personnes qui ont répondu, on voit un profil ici, on a entre 25 et 30 là, de nos membres qui ont répondu au sondage. Donc, je vous remercie à tous ceux qui ont répondu. C'était un assez long sondage. Et ici, je vous montre très brièvement les résultats qu'on a reçus. Donc, dans les bulles grises, vous voyez les deux activités qui ont été le plus fortement votées, si on veut, ou qui ont été les préférées parmi tous nos membres. Donc, en termes de concertation, ce qui a été le plus demandé, c'est de faire des sondages qui sont plus spécifiques par soit thème de recherche ou discipline pour identifier des besoins, et aussi d'organiser des activités de table ronde pour concerter nos membres. Pour ce qui est du soutien au projet, subvention de démarrage, d'offrir ça et de également offrir des bourses en partenariat avec des fondations en maladies rares pour nous permettre d'en offrir plus. Pour la relève, il nous a été demandé d'organiser des échanges de stages ou des ateliers techniques et d'organiser une école d'été. Pour la mobilisation des connaissances, ce qui a été le plus demandé, c'est d'offrir des bourses de voyage pour que nos étudiants présentent leurs recherches à l'international et aussi de les soutenir dans leur application à d'autres subventions qui sont internationales. Et pour le partage des ressources, ce qui a été le plus demandé, c'est d'offrir du soutien pour du transfert de matériel et de données entre collaborateurs et du soutien de partage de protocoles et de SOPs. Donc, parmi les activités qui ont été votées, celles qui ont un petit crochet qui apparaît ici, c'est ceux qu'on a déjà commencé. Donc, comme je vous avais parlé, l'école d'été est en cours d'organisation, etc. Donc, on travaille déjà là-dessus.
Et celles qui viennent d'apparaître avec la petite boucle, c'est qu'on est en train d'organiser pour faire ça aussi. Donc, on vous remercie grandement de vos réponses. Ça nous a permis de s'assurer que les prochaines actions répondent vraiment aux besoins là, de notre réseau. C'était ça le but de la démarche. Je pense que j'ai rien oublié ici. Voilà, on est dans les temps. J'arrive dans la section budget. Je voulais vous présenter tout d'abord, vous voyez le tableau des revenus de notre réseau et chaque colonne représente une année fiscale. Donc, on se trouve ici là, on vient de terminer l'année 2025-2026 et on rentre dans 2026-2027. Donc, vous voyez que les deux premières colonnes sont les revenus réels et les deux autres, les revenus projetés. Donc, notre principale source de revenus, évidemment, c'est le FRQS. On a aussi un soutien de Génome Québec pour notre projet du pilier 1. Et les autres revenus ils viennent de dons, d'autres partenariats ou les subventions pour la journée scientifique d'aujourd'hui. Pour ce qui est des dépenses et budgets, donc les catégories de dépenses sont celles qui apparaissent là, dans le tableau. Et vous voyez le total des dépenses dans le bas. Et j'ai remis les revenus dans le bas pour voir comment ça se compare, là. Je voulais mentionner aussi que le budget détaillé est bien évidemment disponible à quiconque souhaite le voir, juste à nous en faire la demande. Et aussi la feuille de route. J'ai oublié de le mentionner. Donc, la feuille de route, là, j'avais mis juste les points clés, mais on a une feuille de route complète avec toutes les activités qu'on avait déjà commencées, celles qu'on prévoit faire, etc. Donc, si vous voulez voir ce document-là, il est disponible aussi, là. Voilà. On arrive dans la section questions-discussions. Donc, j'aimerais vous proposer, si vous le voulez bien, commencer avec des questions ouvertes du public, soit en ligne ou en personne. Puis j'ai quelques slides qui suivent avec des questions un peu plus pointues si jamais on en a besoin. Donc, je commencerai tout de suite. Si quelqu'un veut poser une question, vous appuyez sur le bouton qui est en face de votre micro, puis vous parlez, là, tout simplement. Et on va demander Lilith à surveiller pour Ouais. le Zoom et on va commencer avec les personnes sur Zoom avant parce que D'accord. ici, il y a des questions sur Zoom. OK. Puis s'il n'y a pas de questions sur Zoom, s'il y a des questions des personnes ici en présence. Jonathan. Oui, merci. Jonathan Pratt, directeur général du RQMO. Merci pour la présentation. C'était très intéressant d'avoir justement un update sur RQC. Moi, j'ai deux questions, en fait, qui concernent plus le pilier 3. Pour l'accélération et la facilitation, en fait, de l'intégration des essais cliniques dans le parcours des patients et tout ça, est-ce qu'il y a déjà des discussions qui ont été entamées avec d'autres partenaires comme Catalyst ou même Santé Québec pour faciliter justement là, l'intégration? Parce qu'on sait que c'est ça va être un gros objectif là, dans l'axe 3 de la politique québécoise pour les maladies rares. C'est la première question. Je vois Dr. John Mitchell qui mène le pilier 3 ici. Je lui laisse la parole en premier, puis moi, je peux aussi ajouter après. Bonjour. On a juste commencé vraiment cette année d'aller dans cette piste, mais on a déjà eu des discussions avec Catalyst. On est en train de regarder les façons qu'on peut améliorer, par exemple, le REB et voir si on peut collaborer avec les institutions différentes. Mais on est au début et je veux parler plus cet après-midi durant notre workshop et on peut discuter aussi ensemble. Jonathan, juste pour ajouter à ça, pour nous, c'est très clair qu'on veut que personne atteigne, ou aucune personne, aucune famille atteinte d'une maladie rare est oubliée ou négligée, peu importe où il demeure. Alors ça, c'est le but, c'est d'utiliser le réseau pour essayer de les inclure dans les études, parce que des fois, les études, c'est non seulement l'avance scientifique, mais c'est aussi une opportunité pour ces personnes à avoir un traitement qui n'auront pas accès d'autres manières. Je dois dire que dans mes discussions avec la M3S, Santé Québec n'est pas fixé sur votre question pour l'instant. Santé Québec, leur implication, c'est à l'étape de Navinet. Alors, juste pour vous mettre en contexte pour tout le monde dans la salle, c'est que Navinet, c'est comme un guichet électronique, si on veut, qui permet des demandes de consultation
par des travailleurs de santé pour un patient pour lequel ils soupçonnent une maladie rare, comment les diriger dans les bons corridors de service pour les rendre à les experts qui pourraient les diagnostiquer. Ça, c'est au tout début. Toutes les choses en aval de ça, comme traitement, études, etc., ça, c'est pas bien formulé avec le Santé Québec. Par contre, c'est sur le radar du M3S. Donc, avec le nouveau table national organisé stratégique maladie rare, je ne me rappelle pas l'acronyme exact, mais c'est le TNOSMR. Ça, c'est sur le radar d'essayer de faciliter cet aspect. Merci, merci pour la réponse. La deuxième question, c'est une question peut-être d'ordre plus général. On sait qu'il y a des élections qui s'en viennent. Donc, tout le paysage, en fait, je pourrais dire, politique va changer dans la prochaine année. On sait aussi que le premier plan d'action va aboutir là, en 2027. Donc, c'est presque à nos portes, là, dans un an. Euh, Puis vous avez parlé, Dr. Vin, de vos relations avec l'M3S et tout ça. C'est quoi la suite des choses? Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont faites avec le gouvernement en place ou même les autres partis politiques pour s'assurer qu'il y ait une continuité dans le plan d'action? Puis peut-être dans une deuxième mouture de ce plan-là où on veut consolider un peu là, les actions qui n'ont pas été réalisées encore, là. Donc, est-ce que vous avez des échos déjà à ce niveau-là? Parce que c'est quand même une crainte qu'on a, même au niveau fédéral, avec la stratégie nationale. On est en pourparlers présentement pour s'assurer qu'il y ait une suite. Donc, que ce ne soit pas un programme qu'on a mis sur 4 ans, puis après ça, plus rien. Puis on n'a rien entendu dans le budget non plus cette année là, pour les maladies rares. Fait que je pense que c'est une question qu'il y a beaucoup de patients qui se posent. Fait que je ne sais pas si vous avez la réponse, mais peut-être un début de réponse. Merci. Je peux juste ajouter que, non, alors en gros, il n'y a pas de réponse claire, mais c'est la politique, c'est le gouvernement, c'est les politiciens, il n'y a jamais une réponse claire. De la part de nous tous, là, j'ai mentionné cet enjeu au N3S. Ils sont très au courant. Il ne faut pas oublier, par contre, que le politique, c'est un décret. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une obligation gouvernementale pour l'accomplir. Le comment et à quelle vitesse, ça c'est un autre aspect. Alors, on reconnaît que quand la politique était déclarée, il y avait une idée d'un budget qui était nécessaire et le budget qui s'est réalisé, c'était euh, moins qu'envisagé. Euh, alors, quand il y a un changement gouvernemental, ça se peut que le budget alloqué à ça pourrait changer. Ça, c'est un petit peu difficile à prévoir parce comme on sait, le budget, c'est flou. Alors, on dit qu'on a ces fonds qui restent, puis après ça, la nouvelle administration prend la relève, puis hop, c'est un petit peu un numéro différent. Alors, eux, ils doivent s'adapter basé sur leur réalité. Euh, donc, on n'a pas de décision parce qu'on ne sait pas on n'a pas une bonne idée de qui va prendre la relève. Alors, on n'a pas des fonds dédiés spécifiquement pour les maladies rares, à ma connaissance. Mais il y a un décret politique, il y a des comités et des personnels gouvernemental OM3S dédiés sur ce sujet, avec aucun chuchotement de quelque chose qui va changer. Alors, ça, c'est peut-être encourageant. Merci beaucoup. On a une question de l'audience en Zoom. On a 3 questions. OK. Je vais commencer avec la première de Mme Annie Daniel-Grenier. Est-ce qu'il y a un critère sur le partenariat avec des patients pour les bourses à venir? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Alors, en gros, idéalement, oui. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, le feedback qu'on avait eu de tous les comités d'experts qu'on avait consultés, c'est qu'on voulait commencer avec 2 subventions de démarrage pour mobiliser la recherche collaborative. Mais on ne voulait pas le faire de façon restreinte. On ne voulait pas avoir tellement de conditions que ça
ça risque de nuire les collaborations ou les demandes pour la recherche. Alors, on avait dit, si notre priorité, c'était la collaboration, on va se concentrer sur deux aspects clés. On veut au moins 2 chercheurs de 2 institutions. Alors, on a commencé avec ce principe de base. Les autres choses, comme mentionné, jeunes chercheurs, nouvelles collaborations, EDI, il y avait beaucoup d'enjeux qu'on avait considérés, mais on avait peur que ça reste de nuire les demandes au tout début. Donc, pour répondre à votre question, à ce moment, ce n'est pas un critère d'éligibilité. Mais bien sûr, les projets qui le font, ça va leur favoriser en termes de pointage ou de scorage quand on fait les évaluations. Mais soyez assurés que même si pour l'instant, ce n'est pas dans les 2 premiers demandes de subvention de démarrage, c'est quelque chose qu'on va considérer pour tous les autres cycles de subvention qu'on appelle dans le futur. Il y a une autre question, c'est en anglais, de Dr. Andrei Cibulski. Is there a mechanism for finding physicians in the network who have patients/candidates to enroll in specific clinical trials? I can answer this. So for now, with the tool that we have, that is the interactive map, you can see the expertise of the researcher or the clinician, but you don't see whether the clinician has like a cohort or contacts with patients or something like that. However, anyone can contact us, and then we can make the link with they can contact us and ask us, do you know of any researchers that have patients with this disease? And then we can look up our database and we can contact them and put you in contact. That's like a manual system that we have done already. But at the moment, it's not shown publicly like who has cohorts unless you can see if there's a clinical trial, you'll see the clinical trial come up in our little directory. Yes, I hope that answers the question. I just want to add, Andre, thanks by the way for attending this meeting. Our goal is to facilitate that question that you asked. So for the clinicians who see patients who have rare diseases, how do we capitalize on that clinical expertise and favor a collaboration with a fundamental or translational or qualitative or any other kind of type of researcher who wants to advance another aspect of rare diseases? So that's one of the things we're working on. The interactive map that we showed you is one way to find it. And the other thing that we're also building on top of that is we're developing a pan-network type of MTA or material transfer agreements and DTA, data transfer agreements, so that the clinician who has the cohort and the researcher who wants to study the cohorts will be able to do so collaboratively, so academically collaboratively, without concern that there being, something of theirs is being taken or that they're going to be left out from a scientific or academic perspective, but without having to go through the legal process of setting up agreements, because this will be done across the network a priori. Il y a une troisième question de Dr. François Corbin. Les 2/3 du budget est consacré à la base de données rares. Pourriez-vous ventiler ces coûts? Oui. Ventiler. Ça veut dire détailler. Oui, bien sûr. C'est sûr que là, je n'ai pas les chiffres sous la main. Une grande partie de ces dépenses-là viennent des salaires. Donc, si je ne me trompe pas, il y a un coordonnateur à temps plein et plusieurs bioinformaticiens qui travaillent à ça, qui sont à temps partiel. Donc, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il y a une grande proportion qui sont les salaires. Puis ensuite, ce sont les dépenses de l'infrastructure informatique. Je m'excuse. Peut-être que Daniel Tremblay-Cher pourrait commenter s'il le veut. Il est ici, c'est le coordonnateur du projet au CQDG. C'est vrai, on est conscient par contre que c'est vrai qu'il y a un gros morceau de notre budget qui va dans ce projet-là. Par contre, on souhaite que ça devienne une plateforme un peu qui serve à toutes sortes de choses pour le réseau, pas seulement une base de données. Donc, on parlait tout à l'heure du partage de MTAs, DTAs. Peut-être qu'éventuellement, on pourrait faire le partage via cette plateforme-là, etc. Donc, on pense qu'elle peut servir aussi à d'autres choses. Daniel, est-ce que je ne veux pas te mettre sous le projecteur, mais si jamais tu veux rajouter d'autres choses, sens-toi bien à l'aise.
Oui, bonjour. Ben oui, en effet, je peux confirmer que ce sont majoritairement des salaires. Euh, et oui, il y a la coordination. Alors, pour gérer ce genre de plateforme-là, il y a en effet une équipe de bioinformatique qui travaille. Il y a aussi beaucoup de développeurs, donc de logiciels. Il y a tout ce qui est nécessaire pour construire ce qu'on appelle le back-end de la base de données, mettre en place les mesures de sécurité pour protéger l'accès aux données et tout l'aspect, disons, web du portail. Donc, une des fonctionnalités importantes du pilier 1, c'est de mettre à la disposition des chercheurs les données pour qu'ils puissent l'explorer et faire des demandes d'accès. Alors, il y a toutes sortes de différentes expertises qui sont requises pour faire ça. Donc, ça couvre le salaire de cette équipe-là. Je veux juste ajouter une clarification à cette question parce que il semble que le budget est dédié à pilier 1. Je veux juste clarifier ce point parce que l'équipe de Vincent sont en train de bâtir pilier 1. Ils sont par contre aussi en train de bâtir des autres aspects comme le portail patient, etc., qui permettraient les patients à se concentrer pour participer dans la recherche. Et nous, on voit ça comme quelque chose qui est en train de bâtir pilier 2 et pilier 3. Les chercheurs fondamentaux et translationnels et les chercheurs clinical trials de pilier 3, ça va les bénéficier, ce portail patient va les bénéficier pour faciliter le recrutement ou obtenir des échantillons biologiques pour la recherche. Et dans cet aspect, malgré ça a l'air toujours informatique, ce n'est pas exclusivement quelque chose qui va ajouter fortement pilier 1, mais plutôt à pilier 2 et 3. On a Dr Gagnon qui a une question. Commentaire sur ce qui a été dit. Cynthia Gagnon, directrice du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. En fait, deux choses. J'avais le questionnement aussi en fait de la base de données. En fait, cette orientation-là, est-ce qu'elle vient d'une analyse de besoins des membres? Puis ce que je voulais voir, c'est en fait en Europe, on est plus sûr, on garde nos données, on les structure de façon intégrée dans nos hôpitaux, puis on partage en analyse fédérée. C'était quoi l'avantage ou la valeur ajoutée, en fait, de transférer les données qui demandent un geste supplémentaire, en fait, et plein de discussions entre avocats et toutes sortes de choses qui ont des coûts quand même non substantiels. Puis c'était quoi, en fait, la réflexion derrière, en fait, de pooler les données au lieu de les structurer dans chacun des établissements? Merci, Dr. Gagnon. Je pense qu'il y a deux questions. Pour le deuxième, si ça ne te dérange pas, Daniel, je vais te laisser répondre à ça. Pour la première, c'était, m'excuse, c'était avec... Besoin, en fait, OK, le besoin. membres, en fait, des membres du réseau RAR Québec, puis comment ça se fait que ça a été, vu que c'est quand même, là, c'est ça, 2/3 du budget, si ça avait été moins peut-être, mais là, ça devient quand même la priorité du réseau pour plusieurs années. Oui. Alors, pour le besoin, je vais juste donner une réponse brève. Alors, comme vous savez, il y a 19 thèmes de maladies rares basés sur la structuration du N3S. Ça, c'est basé sur le modèle français qui a été modifié pour Québec. Sur ces 19 thèmes, il y aura, donc, comme maladie rénale rare, maladie pulmonaire rare, etc., il y aurait des sous-comités formés par le M3S pour essayer d'identifier les besoins cliniques. Et en parallèle avec ça, on va obtenir, dont le questionnaire est déjà développé, approuvé par l'M3S, etc., les données que ces comités vont trouver importantes pour la recherche. Et en parallèle, on est en train de sonder les membres de RARQC, qui risquent de ne pas être sur ces sous-comités, pour avoir leur perspective de c'est quoi les données qui eux, ils trouvent seront importants à collecter dans notre base de données. Donc, on aurait ces deux perspectives, l'aspect clinique des sous-comités et l'aspect des chercheurs, pour essayer de mettre tous ensemble dans la base de données de pilier 1. Pour la deuxième question, Daniel, je te laisse la parole. Oui, merci. C'est une question très pertinente. L'analyse de données fédérées, c'est un moyen excellent pour faire des sortes de recherches, mais c'est pas nécessairement plus simple ou moins coûteux d'organiser qu'une structure centralisée. Les deux approches ont leur mérite. Il y a un aspect qui est un peu de bouger le mal de place, c'est-à-dire si on fait une analyse fédérée, le fardeau
d'organiser les données revient aux institutions qui ont les données. Et à travers le Québec, ce n'est pas toutes les institutions qui sont dotées d'une équipe qui sont capables de structurer toutes les données en dehors des grands centres, des grands CHU notamment. Et donc, avec la structure centralisée, le pilier 1 ou RARQC assume la responsabilité d'aller chercher les données dans l'état qu'elle est dans les différentes sources de données et de s'assurer que le jeu de données est cohérent et structurel. Aussi, au point de vue de la gouvernance, on bénéficie d'avoir une notion, une entité qui peut avoir la gouvernance sur la donnée, un formulaire de consentement, c'est ça l'objectif. Donc, ça aide beaucoup pour les demandes d'accès que les chercheurs voudraient faire sur ce jeu de données-là. Ça peut être géré d'une façon centrale avec un comité d'accès. Ce genre de choses-là est plus compliqué dans une approche fédérée où, c'est-à-dire, il faut quand même que toutes les sources de données acceptent de participer d'une façon coordonnée à la gouvernance de la donnée. C'est pas en soi un modèle qui n'est pas bon, mais je pense que dans ce cas-ci, l'approche centralisée fait plus de sens. Donc, ce serait ça ma contribution. Merci, Daniel, pour la réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires de nos co-directeurs ou d'autres choses à rajouter? Il nous reste à peu près 4 minutes pour clore, puis j'avais un petit sondage Slido pour terminer. En fait, moi, je voulais juste dire que l'approche centralisée nous permet aussi aux patients orphelins, donc ceux pour lesquels il n'y a personne qui font pas partie, par exemple, déjà d'une grosse base, d'un projet de recherche de quelqu'un qui veut participer à la recherche sur les maladies rares, d'être enrôlé dans un programme pour pouvoir participer à la recherche malgré le fait qu'ils ne sont pas... Fait que si un clinicien qui ne fait pas de recherche, par exemple, a des patients avec des maladies rares, ils peuvent être enrôlés dans cette structure-là. Là. Puis, en fait, juste pour faire du pouce là-dessus, comment on va en fait, tu sais, pour le registre de patients, je suis tout à fait en accord, sauf que j'ai un bémol, c'est-à-dire que quand on va dans des maladies très rares, puis tu sais, on l'a vu dans certains cas, comment on va faire pour s'assurer si le patient accepte de se faire solliciter? Comment on va s'assurer de ne pas avoir de sursollicitation quand on va arriver avec 23 patients dans une cohorte? Et que là, qui va avoir accès à ça et qui va faire en fait la convenance de s'assurer, parce qu'on le vit, nous, dans nos populations. Je veux dire, à un moment donné, on dit, OK, il y a trop de projets dans cette population-là, on se donne un break, parce que là, nos patients, je veux dire, ils ont eu 8 projets cette année, là, c'est trop. Et donc, comment on va s'assurer de en fait, qui va assurer la gouvernance de la sursollicitation qui arrive dans certaines populations déjà, là. Puis je pense que, en fait, je n'ai pas besoin de la réponse, mais je pense qu'il va falloir être très, très clair sur cette gouvernance de l'accès à la liste de patients, où est-ce que là, tout le monde va arriver tout azimut avec des projets tout aussi pertinents, mais... C'est quelque chose pour lequel c'était à l'avant de notre radar. On était très au courant de ça. On ne voulait pas que les patients soient demandés chaque jour, chaque semaine de participer. Donc, à cause de ça, on a un comité d'accès et on est en train de finaliser un processus pour essayer de minimiser ou d'éviter la perception de même un harcèlement d'un participant. Donc, on est très au courant de cet enjeu. Parce qu'il y a plusieurs registres aussi, fait que c'est pas juste... Tous les registres ont accès à ces patients-là, donc peuvent faire des demandes et ne sont pas tous à Rare Québec. Moi, juste mes patients, dans certains, ils font partie déjà de 4 registres internationaux, nationaux, provinciaux, locaux. Donc, il y a cet enjeu-là qui va arriver quelque part quand les essais cliniques vont arriver. Là, tout le monde s'intéresse soudainement à ces maladies-là de façon grand V. Fait que, il y a quand même cette sensibilité-là à avoir. Oui, merci du commentaire, c'est vraiment très pertinent. Effectivement, c'est déjà dans notre manuel des procédures de notre comité d'accès, on a déjà une limite, je ne me souviens plus c'est quoi du nombre, mais on a une limite du nombre de fois pour un certain temps qu'on a le droit de contacter un participant, etc. Donc, c'est déjà formulé. Merci. Est-ce que tu avais une question encore sur Zoom? On en prend une dernière sur Zoom. Ah, on a aussi Dr Dupré. Je vais vous laisser la parole, puis après ça, on va aller sur Zoom. Allez-y. Je ne veux pas entrer en compétition avec Zoom. Ouais, en fait, je ne suis pas trop inquiet, moi, pour la pression politique, parce qu'avec la révolution thérapeutique qu'on est en train de vivre actuellement, tu sais, il n'y a pas un mois qu'on n'a pas des nouvelles thérapies pour maladies rares qui sont approuvées. Donc, je pense que
le MSS n'aura pas le choix de se structurer. Puis je pense qu'on va devenir un interlocuteur naturel. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça, là. L'autre petit aspect, ça a rapport, mais c'est par rapport aux demandes de subventions structurantes. C'est peut-être là que j'aurais mis peut-être un petit peu de ressources parce que pour avoir participé à d'autres réseaux dans le passé, ça aide beaucoup de coordonner, mettre les gens ensemble pour faire des demandes à plusieurs millions, que ce soit aux IRSC ou autres. Des fois, il y a des opportunités qui arrivent, puis des fois aussi, on peut souffler à l'oreille des opportunités qui peuvent nous bénéficier après. Fait que c'est peut-être là que j'aurais fait un choix un petit peu différent C'est sûr que ça peut se faire au sein des équipes de recherche, ça peut se faire par des rencontres aussi qui sont initiées par le e-rare, mais ça, là-dessus, je serais vraiment assez proactif parce que les renouvellements arrivent vite, les fonds sont vite dépensés, puis après, on dit, ben, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Puis quand on a un front structurant, un peu comme quand le RMGA avait été fondé, il y avait cette idée-là, puis puis Génome Québec n'est pas étranger non plus au travail du RMGA initialement. Puis moi, je vois un peu dans la suite du RMGA, là. Donc, je pense que ça peut bénéficier à tout le monde, là. Oui, merci pour ces suggestions. Juste à cause de temps, peut-être on pourrait vous inviter à avoir des discussions avec nous plus spécifiquement avec vos suggestions, parce que je pense que ce sont des très bonnes idées. Je pense qu'on est tous d'accord, ce sont des très bonnes idées, puis on aimerait peut-être les poursuivre en discussion plus détaillée. Merci. On va prendre, est-ce que tu penses que c'est une question rapide, celle qui est en ligne? Je peux peut-être la prendre. Je peux la demander de la part de Dr. Florina Moldovan. Comment la pérennité est assurée et comment nous travaillons avec les FARC sur ces sujets préoccupants? Une grosse question. Oui, malheureusement, je ne pense pas qu'on a l'opportunité pour le répondre, mais on pourrait le répondre en personne plus tard. Oui, c'est parfait. Je vais juste voir rapidement. Peut-être jusqu'avant qu'on se quitte, j'avais une petite question rapide. J'aimerais ça que vous me disiez quel est le mot qui représente pour vous le mieux l'avenir que vous souhaitez pour RQC. So, which word best represents the future you envision for RQC? Ça va former un petit nuage de mots, puis on va regarder ça. Je vous invite à partager vos réflexions. Puis après ça, on va suivre avec la conclusion. Simplement vous informer qu'à 9h45, ça va être le début de la programmation là, de la journée. Donc, on est encore correct. Je vous remercie. On voit que le grand gagnant est effectivement collaboration, pérennité, espoir, c'est beau, tout ça, networking. Génial. Je vous remercie de votre participation. Je vais laisser les derniers mots à Dr. Vin. C'était ça, on va passer ça vite, vite. Voilà. Non, merci. Juste, si vous n'avez pas eu la chance de poser vos questions, ou malheureusement, vous avez posé les questions, mais on n'a pas eu la chance de vous répondre, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez toujours utiliser le courriel générique, c'est suivi en continu, donc il y a toujours quelqu'un qui le surveille. Ou vous pouvez contacter soit Christine ou moi-même directement avec vos questions, puis on va essayer de vous répondre le plus vite que possible. Juste pour terminer, de la part de nous tous ici, on veut vraiment donner un grand merci à toutes et à tous pour votre engagement, votre contribution au réseau, votre présence, soit en personne ou virtuellement. Ça bâtit notre réseau. On est à presque 400 membres dans à peu près un an et demi. Je pense que c'est un bon signe. J'aimerais aussi donner, bien sûr, un gros merci à tous nos partenaires et collaborateurs, mais surtout le FRQS et Génome Québec, qui nous a permis d'être où on est aujourd'hui, et aussi l'IRSC pour subventionner cette symposium. C'est grâce, encore une fois, je ne peux pas souligner que c'est grâce à vous tous que RQC existe et avance.
Alors, on vous invite maintenant à revenir à l'amphithéâtre Jeux d'or à 9h45 pour le lancement de la programme thématique ou scientifique. Juste pour répéter que si vous avez une autre réunion dans cette salle, malheureusement, à cause des règles de SNC Lavalin, on ne peut pas amener la nourriture ni des boissons ici. Il y a même un risque d'amende et je niaise pas. Alors, si vous je vais éviter des jokes avec de SNC pour l'instant, mais si vous pouvez peut-être juste être attentif de cette, je ne dirais pas une menace, mais cette règle, ça serait super. Et donc, merci encore une fois et à bientôt.